thèse que j'ai soutenue il y a maintenant un petit peu plus d'un an s'appelle donc les idées de temps et de vivant chez les urbanistes du Musée social aux Villes Nouvelles. Comme Catherine Nomy vient de le dire, je suis philosophe d'origine et on ne se refait pas. Donc, il y a eu pas mal d'interférences que j'assume et que je revendique entre l'histoire de l'art et la philosophie. C'est pour une raison assez simple, c'est que quand j'ai entrepris des études d'histoire de l'art, j'avais entendu beaucoup parler du bergsonisme de Poète, Marcel Poète, donc, qui est l'un des fondateurs de l'Institut d'urbanisme de Paris. Ce bergsonisme, on en parlait, mais on ne disait pas tellement de quoi il s'agissait. Je me suis rendu compte que les papiers de Marcel Poète sont le principal révélateur de son rapport avec Bergson, et que ces papiers ont été malheureusement très peu utilisés, très peu exploités encore aujourd'hui. Alors, les données du problème, c'est l'urbanisme qui naît comme métier, comme profession en France au début du XXe siècle. Ses fondateurs sont issus du musée social, d'où le titre. Ils définissent l'urbanisme comme un art et comme une science. Tous tiennent beaucoup à cette double définition. Mais en tant qu'artistes, ils récusent presque tous complètement l'enseignement des beaux-arts et l'héritage des beaux-arts. Et comme scientifiques, ils ont beaucoup de mal à trouver un modèle et une méthode. Alors, l'image du vivant a servi en quelque sorte de substitut à ce défaut de modèle. C'est un recours qui est pratiquement universel pour approcher l'unité spatiale et temporelle de la ville, mais la multiplicité des significations du vivant fait qu'entreprendre l'épistémologie de l'urbanisme relève un peu de la gageure. Alors, pour ma part, j'ai cherché à définir la portée et les enjeux théoriques des réflexions des urbanistes qui ont fait appel au temps et au vivant. J'ai dû aussi tenir compte parfois de l'absence de certaines données, comme le commencement. Le commencement, c'est quelque chose qui n'apparaît presque jamais sous la plume des urbanistes des villes nouvelles. Ils parlent de germe de ville, mais la notion de commencement leur échappe. Donc ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu intrigué. Donc souvent, les idées de temps et de vivant apparaissent en creux, parfois dans des parenthèses, dans des publications peu connues de certains auteurs, et c'est avec ces incises ou ces parenthèses qu'on peut trouver la cohérence de toute une pensée que, sans cela, on pourrait juger disparate ou même contradictoire. Alors, j'ai limité le champ d'études à la période qui va du musée social aux Villes Nouvelles, parce que comme ça, je disposais d'une bonne centaine d'années pendant lesquelles donc, ces thèmes récurrents de la vie et du temps donc, sont apparus dans les discussions. Alors, les trois thématiques principales qui sont devenues les trois parties de ma thèse regroupent donc les réflexions des urbanistes sur la ville et le temps à travers donc d'abord l'analogie biologique, je commençais par là, la mémoire dans la ville, le temps individuel et collectif dans la ville. Ce sont trois thématiques qui ne sont pas isolées les unes des autres. J'indique ici seulement quelques-unes de leurs intersections possibles que j'ai essayé d'explorer aussi. Alors, le problème se complique un petit peu quand interviennent les protagonistes, parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Il y a quelques centaines d'entrées dans mon index. Ils viennent d'horizons différents, beaucoup de la Société française des architectes urbanistes, beaucoup viennent des beaux-arts, ce sont des architectes. Il faut préciser que beaucoup d'urbanistes, y compris pendant la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, n'ont que, entre guillemets, une formation d'architecte, ne sont pas nécessairement passés par l'Institut d'urbanisme. Ce sont des architectes modernistes, des architectes régionalistes, donc il y a vraiment une origine assez variée. Alors, les intersections entre eux sont extrêmement rares, et pourtant, on trouve des analogies qui n'ont jamais été explorées véritablement entre les manières de penser de ces différents protagonistes. Voilà. Aucun urbaniste ne peut être véritablement cantonné dans un de ces trois thèmes. Tous les thèmes qu'ils ont traités se teintent des autres thèmes que moi j'ai retrouvés, que j'ai essayé de mettre en ordre dans cette thèse. Alors, pour compliquer les choses en apparence, mais seulement en apparence, j'ai ajouté les philosophes. Alors, il y en a un qui est inévitable, c'est Bergson, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, parce que Bergson, c'est le philosophe sur lequel s'appuie Marcel Poète dans son enseignement, beaucoup plus que dans ses publications. Il en parle assez peu dans ses publications, mais son enseignement qui a été largement suivi dans les années 1920-1930 à l'Institut d'urbanisme de Paris est teinté de la philosophie de Bergson, une philosophie qu'il s'approprie d'une manière extrêmement personnelle, assez peu orthodoxe souvent, mais c'est ça qui est intéressant, et il la transmet à des gens qui l'utilisent eux aussi d'une manière bien particulière.
J'ai ajouté à Bergson d'autres personnages d'origine philosophique qui me paraissaient intéressants. Alors, bien sûr, Henri Lefebvre, philosophe et sociologue, mais aussi Hannah Arendt ou Heidegger, qui ne sont pas directement convoqués par les urbanistes ou les architectes eux-mêmes. Voilà, l'originalité, s'il y en a une de mon travail, ça a été d'entreprendre une sorte de dialogue des morts afin d'améliorer, si possible, la connaissance des pensées de ces différents personnages en les frottant en quelque sorte les unes aux autres. Donc il ne s'agit pas d'un inventaire des pratiques et des idées, mais bien plutôt d'un parcours à la fois dans le monde urbain et dans les textes. Écoutant Walter Benjamin, je m'y suis déplacé comme un flâneur. Alors, le flâneur n'est pas un dilettante, il faut quand même le préciser, mais la discipline du flâneur, c'est la digression. Et il m'a fallu ordonner une gigantesque masse de digressions pour rédiger cette thèse. Alors, je dois préciser que le corpus de référence que j'ai utilisé n'est pas très nouveau, en dehors, bien sûr, des papiers de Marcel Poët qui ont été très peu exploités. J'ai utilisé beaucoup de textes publiés, beaucoup d'archives d'architectes qui sont plus ou moins connus et commentés dans l'historiographie. C'est à peu près l'essentiel du corpus qui se trouve là-dedans. Alors, plutôt que de résumer en quelques minutes cette thèse, j'ai pensé qu'il serait peut-être plus judicieux de me focaliser sur un détail de chacune de ces parties, de chacune de ces thématiques, autant dire sur un fragment donc, de cette flânerie urbaine, une flânerie parmi les œuvres et surtout parmi les pensées des urbanistes. Alors, dans un premier temps, j'ai montré comment la représentation du vivant pouvait aller d'une simple projection d'une image sur la réalité urbaine jusqu'à l'élaboration d'une méthode véritable pour l'urbanisme. Alors, il y a une séparation très nette, très facile à repérer entre les urbanistes pré-scientifiques et les urbanistes scientifiques, si on reprend la distinction de Gaston Bachelard, c'est-à-dire entre ceux qui vont à la ville à travers une image construite et ceux qui voient la ville réellement vivante avant d'y projeter quoi que ce soit. Donc, évidemment, ce sont les deuxièmes qui m'ont le plus intéressé ici. Alors, quand je dis ce sont deux catégories d'urbanistes, souvent un même urbaniste peut être une fois d'un côté, une fois de l'autre, mais c'est l'aspect réflexif sur la ville comme donnée vivante qui m'a le plus intéressé. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'une partie de cette thématique a tourné autour de Gaston Bardet, d'André Herman et de Jean Renaudy. Alors, tous trois sont issus de formations extrêmement variées, ils ne sont pas exactement contemporains, loin de là, et ils ont travaillé par des voies très différentes, les uns des autres, sur les idées d'unité et de complexité dans la ville. Et ils ont montré, tous les trois, chacun à sa manière, qu'il y a une impossibilité totale de penser ces notions d'unité et de complexité pour la ville si on ne fait pas référence au vivant. Donc le vivant est vraiment quelque chose d'absolument indispensable pour retrouver ces notions. Alors je les ai introduits, ou plutôt je les ai forcés à se confronter à cette phrase de Paul Valéry dans Eupalinos, je cite, « Ce qui est fait sont indivisibles ». Alors ce qui veut dire que si on prend les choses vraiment très rigoureusement, comparer la ville au vivant, c'est aller pratiquement jusqu'à renoncer à l'idée d'artefact. Il y a quelque chose qui est donné et il va falloir faire avec. Ça, c'est vraiment ce qui m'a intéressé chez ces trois personnages. Et il ne se réfère pas tous à Alberti, mais c'est le vivant selon Alberti. Il faut recevoir la forme vivante, on ne peut pas l'inventer. Elle n'est au pouvoir d'aucun homme, fût-il urbaniste ou architecte, c'est une forme reçue. Alors à partir de là, l'urbaniste n'est pas quelqu'un qui doit regarder un ciel intelligible dans lequel il trouverait un modèle à atteindre. Alors s'il ne regarde pas le ciel intelligible, que doit-il regarder? Eh bien, la réponse que propose André Herman, elle tient dans son principe où il dit « toute forme vivante est homogène avec elle-même ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le propre du vivant, c'est que sa forme, son être, on pourrait dire, est en quelque sorte la présence du tout dans chaque partie. Ça, c'est l'idée qui travaille particulièrement André Herman. C'est pourquoi il observe la ville tout entière en partant de ce qu'il appelle les cellules logements, dont il faut observer d'abord les groupements élémentaires, les constitutions des motifs, puis ensuite voir comment la composition de ces motifs peut former des ensembles harmonieux et vivants.
J'ai mis ici l'exemple de sa construction à Givors. Je suis un peu avare d'illustrations, mais dans le texte, je le suis encore plus. Donc, il faut me pardonner ce défaut. Alors, Gaston Bardet ne se situe pas exactement de la même manière qu'André Herman. Il est disciple de poète, c'était même son gendre. Il prend aussi, lui, très au sérieux le vivant comme donné et non construit. C'est pourquoi, selon lui, on doit étudier le plan de ville, je cite, comme un protoplasme doué de mouvements amoeboïdes et dont les pseudopodes sont vivants et réagissants. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, il a souvent des formules. C'est quelqu'un qui écrit très bien. Pas toujours, mais il y a beaucoup de textes de Bardet qui sont extrêmement percutants, comme ça, où on ne comprend pas nécessairement à la première lecture de quoi il s'agit, mais il y a des pensées assez profondes derrière. Donc, Bardet, c'est certainement, je crois, l'urbaniste qui a le plus pris au sérieux l'idée de cellule comme unité totalité. Et partant de là, la cellule étant une unité donnée, eh bien, il n'appartient pas à l'architecte d'accroître la cellule. Le vivant, c'est une composition de cellules et ça ne peut jamais être un agrandissement de cellules. Sinon, on vire à la monstruosité, où on tue le vivant. Et alors, je fais une petite parenthèse, il y a des idées assez semblables chez Dudok, aux Pays-Bas. Un Dudok qui parle de la ville comme un corps qui doit atteindre sa perfection, sa forme idéale, sa taille idéale, et ensuite le faire grandir encore, ce serait faire un monstre. Donc, il y a des similitudes qu'on peut comme ça trouver entre des personnages qui, a priori, ne se connaissent pas ou ne viennent pas du même monde. Donc, pour Bardet, on doit garder à l'esprit que l'élément de construction de la ville, et cet élément est lui-même vivant. Et l'urbaniste doit respecter cette qualité. Tandis que chez Herman, c'est avant tout l'unité qui doit se retrouver de la même manière dans les parties et dans le tout. Alors, pour ce débat imaginaire entre Herman et Bardet, je me suis rendu compte que ce qui fait leur contradiction, c'est avant tout justement le rapport du simple au complexe. Et pour trancher le débat, comme je me suis offert toutes les libertés que je voulais, j'ai convoqué Jean Renaudy. C'est avec Jean Renaudy que j'ai essayé de trancher l'affaire. Alors, le credo de Jean Renaudy, c'est que le simple, je cite, le simple n'existe jamais que dans une structure complexe. Donc, l'idée de Renaudy, c'est que le simple résulte de la complexité. Il n'est pas élémentaire, comme chez Bardet. La simplicité de l'animal d'Alberti, elle est dans la totalité en action, dans le corps de l'animal en action. Eh bien, si on considère la ville comme un être vivant, c'est aussi de cette manière-là qu'il faut l'aborder. Et elle n'est absolument pas dans les cellules qui le composent et qui ne font que s'organiser pour le diviser en vue de cette fin. Ici, Renaudy rencontre exactement le bergsonisme de poète, mais il ne s'y réfère pas, hein, parce que simplement question d'époque, je dirais. Le simple, dirait Bergson ou poète, c'est l'élan vital qui traverse la matière et qui lui donne une forme infiniment complexe, mais l'infiniment complexe vient de l'élan qui est un au départ. Et là, Renaudy trouve exactement cette manière de penser. Alors, on peut trouver parfois dans l'image de la Cité des Étoiles à Givors que peut-être qu'il a souligné un peu trop, exagéré peut-être cette composition avec les cellules, mais je pense quand même que c'est une image assez significative de sa manière de penser. Et on voit là, ce qui n'est pas toujours le cas, une grande cohérence entre l'écrit et la réalisation. Alors, dans la deuxième partie, j'ai repris l'idée de totalité temporelle de la ville, mais à travers des représentations variées de la mémoire, au moment précisément où il faut entreprendre de construire de neuf, c'est-à-dire après les deux guerres, au moment des reconstructions, et au moment de la construction des villes nouvelles. L'idée d'organisme comme unité temporelle et l'unité temporelle est capable de mémoire, là c'est la notion que j'avais ajoutée ici, c'est l'axe majeur de la réflexion, mais si on parle de mémoire, on est renvoyé automatiquement à la condition mortelle du citadin. Et pourtant, la mort de la ville est très rarement abordée, et la mort dans la ville, presque aussi rarement. Alors, j'ai essayé de montrer, à partir des travaux de Robert Ozel et d'Aldo Rossi, et de quelques autres que je ne citerai pas là pour ne pas encombrer le propos, j'ai essayé de montrer, à partir de là, comment la nécropole est nécessaire à une pensée complète et cohérente de l'urbain.
Hosel se confronte à ce que j'appellerais un impensé volontaire du cimetière. Il ne cesse de dire que le cimetière, c'est le grand oublié. Et on voit dans la littérature, surtout du XXe siècle, les urbanistes essayer de s'excuser presque de devoir mettre un cimetière dans la ville, de dire on ne verra pas les tombes, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a un discours comme ça, ambiant, pendant toute la première moitié du XXe siècle, qui est vraiment un oubli de la mort, qui offusque vraiment Hosel. Alors, Hosel, face aux réflexions sur la mémoire dans la ville et sur la célébration des héros, lui, il ajoute et il oppose la nécessité de considérer les morts comme des individus dont le cadavre, autant que le souvenir, occupe et doit occuper un lieu. Et ce lieu doit être urbain. Ça, c'est vraiment la grande affaire d'Hosel. Alors, si j'emprunte ici à Henri Lefebvre ces réflexions qui ne sont pas propres à lui, mais qu'il rapporte à la ville, ces réflexions sur le musée comme nécropole des œuvres, comme retrait du monde des œuvres, on cerne davantage ce que dit Hosel de la nécropole. Éloigner les tombes, les séparer de la ville, c'est d'une certaine manière se priver d'un rapport collectif à une partie essentielle du monde. Alors, chez Aldo Rossi, les choses sont un petit peu différentes parce qu'on voit avec le cimetière de San Cataldo de Modène qui met les formes architecturales qu'on a l'habitude de voir chez Rossi, hein, sans doute il va en être parlé tout à l'heure, il met ces formes architecturales pour les vivants au service des morts. Le cimetière, on pourrait dire d'une certaine façon que c'est la ville analogue ultime. Il la définit comme un suspens, et beaucoup de commentateurs reprennent cette idée de suspens chez Aldo Rossi. Et c'est le suspens précisément qui fait le départ entre Rossi et Hosel. Tous les deux se réclament de poètes. Rossi cite souvent poète. Alors, il ne connaît pas les papiers, nécessairement, c'est impossible, mais il connaît les écrits de poètes. Il a lu Bergson. Donatella Calabi a pas mal étudié ça. Tous les deux, Hosel et Rossi, parlent de métaphysique, mais chez Hosel, il n'y a pas d'instant suspendu dans la nécropole. Au contraire, il y a une continuité collective et elle est matérialisée. Là où c'est le mieux réalisé, c'est dans le mur diaphragme du cimetière de Clamart, entre la ville des vivants et la ville des morts, où Hosel aurait voulu aller beaucoup plus loin. C'est ce qu'on voit sur l'image ici, qui vient des archives Hosel. Il aurait aimé que le tracé de la ville des vivants et le tracé de la ville des morts soient exactement le même, que la séparation soit la plus ténue possible. Malheureusement, il n'a pas pu y arriver pour des raisons administratives et pour la mairie qui ne souhaitait pas que ce projet voie le jour, en tout cas comme Hosel l'avait entendu. Donc, de façon tout à fait différente, pour Rossi, ce qu'il appelle la métaphysique, c'est une expérience individuelle de l'éternité dans le temps suspendu du cimetière pour le vivant qui s'y déplace. Ce n'est pas du tout la même manière d'aborder les choses. Dans la troisième partie, eh bien, j'ai continué la recommandation de Socrate qui dit qu'il faut suivre l'idée et pas la précéder. Et cette idée m'a ramené au vivant, mais selon une compréhension un petit peu plus large, plus complète. Le récit et la nécessité d'inscrire l'histoire du citadin dans l'histoire de la ville amène à une réévaluation du vivant, où il est perçu d'une manière beaucoup plus intégrale, comme sensible, comme perceptif, capable de mémoire, capable de rencontre aussi, et capable d'interprétation. L'herméneutique est quelque chose de très important, qui se fait jour quand même beaucoup plus après la Deuxième Guerre mondiale qu'avant. Alors, Henri Lefebvre et bien d'autres avaient réclamé la mobilité du signe pour que la politique soit possible et pour donner le change définitivement aux villes closes. Alors, ces villes closes dont certains ont rêvé, parce qu'ils trouvaient qu'à l'intérieur de la ville close, eh bien, le temps se renouvelle toujours identique à lui-même. Et, bizarrement, cette répétition de l'identique, il la qualifie de propre du vivant. Donc, vous voyez que le vivant, on peut l'acheter en quelque sorte et lui faire dire des choses tout à fait contradictoires. Mais si on prend les choses un petit peu au sérieux, eh bien, on se rend compte que cette position est tout à fait intenable dès lors qu'on dit que la vie, c'est le lieu des possibles et le lieu de la création. Alors là, celui qui a le plus insisté sur le renouvellement de l'identique, c'est Georges Benoît Lévy, à propos des cités-jardins, quelqu'un qui a été très lu, très entendu, et peut-être que certaines cités-jardins en ont souffert, mais ça serait un autre débat. Alors, par cette anthropologie ouverte, par ce renouvellement du vivant,
grâce au temps et au corps assumé, la place de l'homme est véritablement au fondement de l'urbanisme comme art et comme science. Et j'aime bien la phrase de Raymond Lopez qui dit que le client de l'architecte ou de l'urbaniste doit devenir un hôte. Et à partir du moment où le client est devenu un hôte, eh bien, si cette condition est remplie, alors l'homme habite véritablement la ville où il se réalise lui-même dans une temporalité que l'urbaniste doit seulement ménager, pour parler comme Heidegger. Alors, le souci de la perception de la ville se retrouve dans deux pensées majeures du rejet salutaire de la mémoire. Ça, c'est un thème assez intéressant aussi. Alors, les deux pensées auxquelles je me réfère ici, c'est celle de Gropius et d'Ernest Hébrard. Non, pardon. Gropius et Ernest Hébrard. Ernest Hébrard, c'est l'un des fondateurs de la Société française des urbanistes, pas très connu en France parce qu'il a surtout travaillé à l'étranger. Gropius veut construire selon un désir de pureté et de vérité, en oubliant la fausseté d'un paysage urbain dont l'esprit est mort, mort avec la guerre essentiellement. Gropius prend pour emblème l'acropole d'Athènes, l'acropole du temps de Périclès et de Phidias, comme une nouveauté radicale. Et sous cette nouveauté radicale de l'acropole, eh bien, le passé est enfoui et il est devenu invisible. Alors, Hébrard, quant à lui, il rêve d'une ville idéale où tout afflue pour être purifié. Et il a cette comparaison assez bizarre. Il dit le cœur, tout afflue dans la ville, les hommes y affluent, les marchandises, les idées, tout afflue dans la ville. Et dans le cœur de la ville, tout est purifié, comme si le cœur était un organe de purification, ce qui est assez étrange, mais c'est vraiment l'image qu'il emploie. Telle serait donc, autant pour Gropius que pour Hébrard, mais de manière différente, la mission de la ville, purifier les habitants de leurs passions, de leurs illusions quant au passé, et tout ça dans une sorte d'exaltation du présent. Eh bien, Émile Aïot, j'en viens à faire mon illustration, prend ici exactement le contre-pied de Gropius et d'Hébrard. Il doit construire de grands ensembles dans des déserts qui n'ont pas de passé, et c'est pourtant là qu'il convoque la mémoire. Il écrit à propos de la Grande Borne à Grigny, que la mélancolie d'un récit, que la ville de Grigny, la ville qu'il a construite, est apte à la mélancolie d'un récit fondé sur des souvenirs enfouis dans la mémoire. Donc, Aïot entend provoquer poétiquement la mémoire du citadin. Donc, on voit ça en particulier avec la sculpture Le Pas à la Noé, à Chanteloup-les-Vignes. L'originalité de cette sculpture, alors on ne le voit pas très bien malheureusement sur l'image, c'est que la trace du pas et en avant du pas, comme s'il y avait une inversion du temps, comme si le souvenir était dans le futur. Voilà, donc c'est ce genre de jeu que Émile Aïot aime beaucoup pratiquer. J'ai trouvé chez Jacques Calice, bizarrement, une pensée qui va un petit peu dans le même sens, où il dit ça à propos de Noisy-le-Grand, où il dit que la ville est implantée dans un site sans histoire, mais qui apporte le lyrisme nécessaire pour que soit reconnu comme tel, reconnu en deux mots, le centre nouveau. Alors, Aïot et Calice ne sont pas de la même génération, ni de même origine, mais ils pensent un urbanisme de la mémoire qui est en somme l'urbanisme de la liberté, puisque l'individu y est engagé dans sa singularité la plus intime. Donc, on peut dire qu'à partir de là, à partir de ces réflexions, il y a un récit qui se constitue. Le problème, c'est que le récit chez Aïot, comme chez Jacques Calice, il est parfaitement individuel. Donc, comment assurer la collectivité urbaine? C'est ce qui reste extrêmement difficile. Alors, il y a une proposition de Raymond Lopez qui dit que la ville, justement, n'est pas la totalité de la ville et la signification de la ville n'est pas à la charge de l'urbaniste. L'urbaniste doit se mettre au service du politique. Il écrit « Bâtissez-nous une politique et nous vous bâtirons des villes ». Donc, le récit sera possible, mais c'est au corps politique de le faire. L'urbaniste ne doit pas s'y engager. Alors, il y aurait aussi l'autre possibilité pour sortir de cette interprétation trop personnelle, trop individuelle de la ville, c'est celle de Marcel Poët, qui écrit beaucoup à propos de la place des Victoires, tout proche d'ici, et il reprend toujours la même idée, mais en la nourrissant, justement dans le sens de la durée bergsonienne, et en lui faisant dire toujours quelque chose de nouveau au fil du temps. Et je pense que si Poët a écrit beaucoup, a organisé des expositions pour tous les publics, c'est un peu à cause de ça. Je crois qu'il invite le citadin ordinaire, comme l'historien,
à faire l'expérience de sa propre durée en faisant l'expérience de la durée de la ville et la sienne. Je crois que c'est là on tient une des clés par là de la pensée de Poète. Alors, je conclue rapidement. Donc, la loi sur la ville, c'est une loi qui est extrêmement fruste si on se limite aux lois qu'avaient énoncées les premiers urbanistes contre la misère, contre les miasmes, etc. Elle devient par contre bien plus fructueuse quand elle est une loi de composition qui inclut la temporalité en la référant au vivant ou pas. Et donc, la ville ne peut pas être politiquement neutre, mais certains urbanistes ont pris conscience de leur obligation, non pas d'être des personnages politiques, mais d'être au service du politique et d'être ceux qui autorisent les citadins et les citoyens à vivre dans leur temps, selon la loi civile, mais chacun doit y inscrire son histoire dans l'histoire de la ville. Je vous remercie.